Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'automobile dans tous ses états. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Votre auto, votre vie, vos ennuis ». Donc elle va durer 5 heures parce qu'on a beaucoup de choses à vous raconter. Non, je plaisante. Ça sera la même durée que d'habitude. Panne, radar, restriction de circulation. On a aujourd'hui l'impression que notre vie d'automobiliste voit chaque jour un peu plus son horizon s'assombrir. On nous dit que l'automobile est affligée de tous les maux et que la plupart d'entre nous sont de la graine de chauffard pollueur. Bien sûr, je force un peu le trait par provocation, mais la réalité n'est pas si éloignée comme nous le verrons dans quelques instants. Pour débattre de ce vaste sujet, voici les invités qui ont accepté de participer à cette émission. Éric de Caumont est avocat spécialisé en automobile. Il est également le président de l'Association des avocats de l'automobile. Il témoignera de ce que ses clients subissent au quotidien. Éric Boulière est journaliste spécialiste des enquêtes à AutoPlus. Il témoignera de l'enfer que vivent chaque jour ses lecteurs. Bernard Darniche est un ancien pilote automobile de rallye, multiple champion. Négociant en virage, d'accord, mais Bernard, alors il faut prendre le micro pour pouvoir nous le dire, donc, est président de l'association Citoyens de la route. Il a côtoyé de nombreux politiques avec lesquels il a débattu de l'automobile et il témoignera à ce sujet. Enfin, Emmanuel Taillarda est journaliste spécialisé dans la filière automobile. Il collabore à l'Argus de l'automobile et à ce titre pourra également témoigner de ce qu'il vit au quotidien. Mais pour lancer ce débat, je donne la parole à l'accusation. Mon cher maître, si vous voulez bien. Bien écoutez, l'accusation, elle se pose la question de savoir qui veut la mort de l'automobile. Et sur ce mondial, c'est quand même une question fondamentale, en tout cas la mort de l'automobile en ville déjà. Mais quand on constate bien, finalement, pour être aujourd'hui automobiliste, il faut avoir la foi. Puis la foi qui soulève vraiment les montagnes. Parce que sur la route, on vient d'apprendre, je vais vous donner 2 chiffres et à la limite, je crois que tout est dit. On vient d'apprendre à la fois, il y a quelques jours, que le mois de septembre, en termes d'accidentologie, en termes de morts sur la route, a été une catastrophe. Plus de 30% par rapport à l'année dernière. Ça s'inscrit, à septembre dernier, ça s'inscrit dans un contexte où depuis 2 ans, la mortalité remonte. Et cette année, a priori, c'est malheureusement parti pour continuer. Et qu'est-ce qu'on vous sort le même jour, dans le même bulletin d'information sur une radio? Dans la seconde qui suit, on vous dit, par ailleurs, le budget prévisionnel pour l'année 2017, qui va être voté bientôt par les députés d'ici à la fin de l'année, prévoit, budgétise d'ores et déjà plus 25% de rentrée financière par les radars. Donc on a vraiment le sentiment que nos politiciens, de gauche comme de droite, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de parti pris, ont rien compris. Plus ça va mal, moins ça marche, et plus ils persévèrent. À mon avis, c'est peut-être parce que dans leur esprit, les radars, ce n'est pas d'abord un élément de sécurité routière, mais c'est bien entendu un élément de rentrée fiscale, de ce qu'appellent les motards en colère, la sécurité rentière. Et effectivement, là, je trouve que le masque tombe quand on ose dire, dans la même phrase quasiment, plus 30% de morts, il y a eu tant de radars en plus depuis le début de l'année, eh ben, on va vous en remettre encore une couche pour qu'on puisse rentrer 25% d'argent en plus. Mais en plus, je crois que Bernard veut intervenir. Juste une petite précision. On nous dit 30% de morts en plus, mais on nous sert ça sans aucune analyse. Or, les conditions de circulation, les conditions météo n'avaient rien à voir si l'on compare les 2 mois de septembre entre l'année dernière et cette année. Donc, le problème en la matière, c'est qu'il y a souvent du mensonge d'État. Bernard. Mais si on va un peu au fond des choses, qu'on regarde un peu en détail, ce ne sont pas les automobilistes qui sont concernés, ce sont les piétons et les 2 roues. Et pourquoi? Parce qu'il y a une carence de transport en commun qui est criante. Quand on est à 6 h du matin sur une moto, quand il pleut, pour aller bosser, pour aller faire vivre sa famille, faire tourner l'économie française, c'est pas par plaisir. C'est pas par plaisir. Si on vous donne, comme au Japon ou comme en Allemagne, ou dans les pays normalement civilisés, vous ne prenez pas ce type d'instrument. Vous montez dans des transports en commun qui sont chauffés, qui sont convénients, qui sont agréables, qui sont à l'heure, et vous ne vous posez pas de questions. Avec la Wi-Fi, vous pouvez continuer à travailler, ce qui n'est pas le cas en France. Qu'on m'explique. Moi, j'ai fait une expérience. On est tous soumis à cette espèce de, comment dirais-je, de mensonge, mensonge collectif et d'État. Quand j'étais à la radio tous les matins, Sceaux, Radio France, 7 km. Un jour, j'ai voulu prendre les transports en commun. 1h20, 7 km. Jolie moyenne. Vous êtes guéri tout de suite. Jolie moyenne. Et en plus, avec un inconfort absolu et une incertitude d'arrivée. Donc, top. Quand on peut faire autrement, on fait autrement. Donc, comme Éric le fait depuis des années, j'ai acheté un scooter. Mais si je me tue,
Moi, j'aimerais que ma femme porte plainte contre l'État, parce que je ne le fais pas par plaisir. C'est par obligation. Bien sûr. On me met de facto sur un scooter. Je ne suis pas un perdreau de l'année, mais quand même, on pourrait un peu faire attention à moi, parce que j'ai payé mon tribut d'impôt, j'habite toujours en France. Il n'y a pas beaucoup des gens comme moi, ex-sportifs de haut niveau, qui habitent toujours en France. Donc on pourrait prendre garde un petit peu à mon avenir. Vous auriez pu passer la frontière entre la France et Monaco, vous seriez par exemple. Plus tranquille. Emmanuel. Oui, moi je voulais ajouter simplement qu'on a probablement... Bernard, vous soulevez le problème de l'intermodalité finalement, c'est-à-dire le fait de passer simplement de son moyen de déplacement individuel à un transport en commun. Les franciliens, les habitants des grandes agglomérations en France le savent tous, c'est très compliqué, presque dans toutes les villes finalement, parce que beaucoup de gens habitent loin dans la périphérie. Ils ne peuvent pas faire autrement que d'avoir une voiture. Il n'y a pas de métro dans le Cantal ou même en Seine-et-Marne. On les a chassés, on les a chassés parce qu'ils étaient trop pauvres pour habiter en pleine ville. Alors du coup, on prend sa voiture pour aller travailler le matin, donc on est dans la congestion urbaine, d'où l'explosion des scooters et des véhicules accessibles avec un permis automobile en passant sans avoir de permis à passer pour les 125. Ça, c'est très dangereux, c'est un autre sujet. Nous sommes d'accord. Et on se gare où? Donc on va jusqu'à son lieu de travail, par exemple à la Défense, donc on met 2h30 quand on vient de Versailles par exemple, quand on habite en région parisienne, ou de la Seine-et-Marne. On n'a pas de politique finalement de stationnement, on n'a pas de grand parking à l'extérieur de la capitale. Il paraît que ça fait partie d'ailleurs du projet Grand Paris de construire des grands parkings effectivement pour que les gens se garent. Mais ça c'est dans 10 ans. Oui, sauf que on le sait, ça fait 30 ou 40 ans que les gouvernements successifs se repassent la patate chaude parce que c'est minimum 25 ans de travaux et c'est estimé au niveau du coût entre 25 et 40 milliards d'euros. Et on ne peut pas virer les gens des centres-villes et pas leur donner accès de solutions alternatives. Moi, il y a une phrase qui m'a choqué profondément de la part de M. Hollande il y a 2 ans. Avant les vacances, il a donné l'ordre formel à ses ministres de rester en France. Mais c'est le contraire. Il faut que ces gens aillent voir ce qui se passe ailleurs. Qu'ils aillent voir au Japon, qu'ils aillent voir en Allemagne, qu'ils aillent voir en Angleterre. Petite parenthèse en Angleterre. Pays initiateurs des radars automatiques, ils sont en train de tous les démonter. Absolument. Parce qu'après étude, ils considèrent que non seulement ça n'apporte rien, mais c'est accidentogène. On le sait tous en plus que c'est accidentogène. Bien sûr. Donc c'est une parenthèse que je fais, mais quand même, elle est de taille. Il suffit d'aller voir ce qui se passe ailleurs et avoir cette espèce de stupidité des gens qui nous dirigent de vouloir faire autrement. C'est une stupidité. Quand ça marche ailleurs, appliquons les mêmes règles. Et puis même en France, on a des villes qui sont tout à fait exemplaires. Je pense par exemple à Strasbourg. Vous avez un tram et où vous avez des parkings depuis longtemps. En périphérie de la ville. Alors c'est pas parfait, il y a de la congestion urbaine à Strasbourg aussi. Mais Bordeaux, Lyon qui s'y met aussi. Voilà, Strasbourg, c'est presque l'Allemagne. Oui, c'est vrai. C'est organisé. Donc ils n'avaient pas loin à faire pour aller voir ce qui se faisait chez nos voisins. Éric Boulière qui ronge son frein. Non, du tout. Nous y sommes, Monsieur Lefrançois, on est dans le dur. Là. Je me doutais bien qu'avec Maître de Caumont et ses clients, l'Argus et ses dossiers, et puis Autoplus avec ses enquêtes, on allait vous salir un peu le bitume. Et puis Bernard... Je m'attendais que Monsieur Darniche et son palmarès nous fassent rêver et puis nous fassent sourire. On n'y est pas, visiblement, ça touche tout le monde. Dans ma partie, chez mes lecteurs, qui sont aussi des automobilistes, je perçois surtout et aussi des automobilistes, je perçois bien la carrière, la vie quotidienne de ces conducteurs. J'arrive à faire un diagramme assez précis, et là nous sommes rentrés vraiment dans le dur avec les radars. Je pense qu'on peut élargir, puisque ma vie, ma voiture, mes ennuis, on peut élargir le débat. Ça commence très tôt, ça commence dans la formation des conducteurs. C'est-à-dire que lorsqu'on prend effectivement le quotidien des gens, ça démarre par ça. Je suis très jeune, je vais passer mon permis de conduire. À moi la liberté. À moi la liberté, c'est ce qu'on disait il y a certains temps, je pense que ça a évolué. On passe le code. Et le code, ça tombe bien, on vient récemment de renouveler le code de la route, on a mis 1000 questions. Un franc succès, oui. Un franc succès, puisque de 70% du taux de réussite, on est passé à 17, gros malaise. J'aurais même d'ailleurs, à ce titre, un petit scoop, tiens c'est gratuit, aujourd'hui on les donne gratuitement. Merci beaucoup Eric. Si vos auditeurs veulent s'amuser, d'aller voir sur le site de la sécurité routière, il y a parmi le quiz test de ces nouvelles questions, la première question, la sécurité routière, donne le corrigé et indique clairement, allez voir sur le site, pour ceux que ça intéresse, qu'une bande d'arrêt d'urgence mesure 38 mètres.
C'est ballot, c'est 39. C'est-à-dire que la sécurité routière vient de rater son code en expliquant aux gens. Mais c'était un attaque. On continue, on passe le code, on l'a, c'est compliqué, d'accord, on arrive au permis. Et le permis, c'est encore plus compliqué en pratique. Pourquoi? Pas d'inspecteur. Qu'a-t-on fait? On a nommé une palanquée de postiers. Très mal formé. Métier respectable, mais c'est pas... Métier respectable, mais aussi en friche. Et on a dit à ces gens-là, en 3 mois, devenez inspecteur. 3 mois, hein. Un inspecteur, normalement, dans la profession, c'est au moins 1 année de formation. On nous a fait croire que c'était la même formation, c'est pas vrai. Des postiers. J'ai mon permis. Ça arrive. On a un taux de réussite environ de 50% qui grimpe un petit peu en ce moment. J'achète ma première voiture. Et ma première voiture, je vais rouler avec jusqu'au premier contrôle technique, ou au moins à la première contre-visite. C'est-à-dire qu'à la première contre-visite, quand on va dire à un jeune, tu vas aller mettre un coup de tournevis à 1000 € sur une voiture qui vaut 2000 €. Et là, d'un seul coup, la caisse d'ennui, elle commence à bien se remplir. Et puis je grandis, puis j'achète une voiture neuve. Puis en achetant une voiture neuve, je prends tout. Je prends l'électronique embarquée, je prends les vannes EGR, qui vont se bloquer, qui vont mettre ma voiture en mode dégradé. On va y revenir tout à l'heure. Oui. Et donc je vais acheter une voiture diesel qui va un jour polluer, puis plus polluer, on ne sait pas très bien encore ce que ça donne aujourd'hui, etc., etc. Et j'arrive sur la route où je roule effectivement à 50 à l'heure en ville et à 90 sur route parce que je ne prends plus l'autoroute, c'est trop cher, c'est navrant, mais c'est trop cher l'autoroute, et pas à 51, pas à 131, parce que là, maître de Comont peut prendre la main. Lorsque je dépasse d'1 km/h sur cette vitesse, je prends 135 € d'amende, voire si le courrier ne m'arrive pas dans ma boîte aux lettres, si je suis majoré, c'est 375 €. Je vous ai rempli la caisse, Nicolas. On a tout, là, paroles et musique, on est chez Aznavour, mais ennuis. La fête est jolie, merci pour ce panorama en qui Allemagne, retrace bien la réalité. Le titre de cette émission serait complètement différent. Ce serait « Ma voiture, mon bonheur et être mobile ». Ça devrait être ça le vrai titre, hein, effectivement. Et ça ne peut pas l'être. Quelque part, on peut penser aussi que, vu l'industrie automobile qu'il y a en Allemagne, ils cherchent à la protéger. Nous, on a M. Valls, on s'en souvient, il y a plus d'1 an, qui déclarait, qui voulait l'entendre, que le diesel était une erreur typiquement française. Pour se rappeler 6 mois après qu'on avait parmi les constructeurs qui fabriquaient le plus de moteurs pour voitures particulières en diesel au monde. Et se dire que peut-être ils étaient en train de se tirer une balle dans le pied. Donc on est, je le disais en introduction, on est dans un paysage où la voiture c'est un truc qui tue, qui pollue, avec des gens qui ne devraient pas être là où ils sont, et on est dans le tout coercitif et il n'y a pas beaucoup de solutions de remplacement. Emmanuel. Et on a pourtant 1 million de visiteurs à chaque édition du Mondial de l'automobile, voire même un peu plus. Voire davantage. Donc on a quand même une très forte envie des Français de rêver autour de l'automobile, mais d'en acheter. Et ça c'est aussi un souci, parce que ce qui manque dans le paysage, Eric, c'est... le financement des voitures, c'est-à-dire que le premier achat d'une voiture neuve, c'est 53 ans en France. Hein. C'est-à-dire qu'on passe un sacré moment à rouler dans des véhicules d'occasion. À rêver à sa première voiture neuve. À rêver à sa première voiture. Et donc, dans la vie, les ennuis, on est surtout possesseur de véhicules d'occasion, finalement, qui sont plus accidentogènes que les autres. Qui cumulent les pannes. Qui créent, lors de la congestion urbaine, des problèmes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on interdit les véhicules de plus de tant d'années à Paris. Alors ça, c'est un vaste débat aussi. On va y revenir parce que je sens qu'on a un bon client, mais si je me souviens bien, les chiffres, c'est 30% du parc est responsable de 70% de la pollution. 30% du parc a plus de 10 ans aujourd'hui, 32% du parc exactement. Et l'âge moyen des véhicules en France, c'est autour de 9 ans, c'est ça? Oui, le taux de possession moyen, c'est 9 ans, mais le taux l'espérance de vie, c'est un peu plus de 19 ans. Qui augmente en France et qui baisse en Allemagne. Alors, si je peux me permettre, c'est l'âge moyen des voitures en France qui est de 9 ans. Hein. Oui, c'est ça. 9 ans. Et la durée de vie réelle qui est mesurée par les recycleurs automobiles, qui sont très contrôlés, c'est 19 ans et demi aujourd'hui. Donc on a un parc circulant qui est en réalité pas du tout composé de voitures neuves, 2 millions seulement chaque année, donc il faut 20 ans pour renouveler le parc automobile. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est dirigé par des premiers de la classe. Moi, je ne suis jamais allé à l'école, donc je parle vraiment... Ah ben vous, tu seras garagiste, mon fils. Voilà. C'est ça. Des premiers de la classe. Ou pilote. Mais pourquoi ces gens, et j'y reviens, nous sommes dans un pays, dans un système qui s'appelle l'Europe. Non, il me semble, j'ai entendu parler de ça, non? On en entend parler assez souvent. L'Europe. Pourquoi ces gens ne vont-ils pas voir et ce qui prendre se passe chez nos moderne voisins, ce qui marche ailleurs, quoi? Pourquoi se prendre la tête à inventer des choses qui ne sont même pas productives et qui sont destructrices d'économie, d'emploi,
d'emploi, parce que le retrait, on va y revenir, je pense, mais le retrait des permis de conduire administratifs, je ne parle pas des gens qui ont eu des accidents, des gens qui n'ont pas d'accident et qui mécaniquement perdent leur permis. Un point après l'autre et qui se retrouvent sans permis. Et qui engendre encore un élément encore plus négatif et qui oblige beaucoup d'entre nous à conduire sans permis. Oui. Tout ceci, ce sont des systèmes qui n'existent pas en Allemagne. On a créé une nouvelle race de délinquants de la route, des pères de famille, pas des voyous, des pères de famille qui sont professionnels de la route, chauffeurs-livreurs, chauffeurs routiers, taxis, VRP, et qui, commerciaux, le jour où ils perdent leur permis, ils perdent leur emploi. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils perdent leur emploi. Donc, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Vous avez eu des clients comme ça, et vous Bernard. À la radio, j'avais des courriers tous les jours comme ça. Je peux le confirmer. Là, c'est du vécu, parce que j'ai le triste privilège d'être là depuis 33 ans à défendre les automobilistes. Donc, j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai vu des évolutions dans la durée. La propension de personnes poursuivies pour conduite sans permis a explosé. Oui. En même temps d'ailleurs qu'un autre phénomène, celui des fausses plaques. Oui, jamais vu auparavant. Les fameuses doublettes. Je parle sous votre contrôle. Le ministère de l'Intérieur nous annonce, je crois, de mémoire, 150 000 conducteurs qui roulent sans permis. Oui, qu'est-ce qu'ils en savent? Je rigole. Qu'est-ce qu'ils en savent? A priori, on est à plus de 2 millions. C'est au moins 10 à 15 fois plus. On est à plus de 2 millions. Ils ne veulent pas l'admettre parce que, en fait, comme le dit très bien Bernard, c'est la conséquence perverse de leur système tout répressif. De la faillite. Voilà. Vous savez, quand vous disiez très bien tout à l'heure, c'est pas des voyous, c'est pas des délinquants, c'est même pas des sauvageons. Des pères et des mères de famille. C'est des pères et des mères de famille qui ont un choix. J'ai un travail, j'ai de la chance. C'est pas donné à tout le monde. J'ai des crédits à payer, j'ai une famille à nourrir, j'ai une option. J'ai une vie à gagner. Je conduis sans permis ou je vais à Pôle emploi. Qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, c'est pas des héros, c'est des héros malgré eux. Ce sont des rebelles malgré eux. Bien sûr. Du coup, ils se disent, bon bah très bien, je joue à pas me faire attraper. Si ça passe, c'est gagné. Si ça casse, c'est perdu. Mais qu'est-ce que je vais perdre de plus? Je vais être condamné par un tribunal. Bon, qu'est-ce que j'en ai à foutre par rapport à la ruine de ma vie, à la ruine économique de ma vie? Tout en sachant, Eric, qu'objectivement, la probabilité d'accident pour quelqu'un qui conduit depuis 30 ans, qui n'en a déjà pas eu, elle est ultra faible. Elle est extrêmement faible. Et j'ai pu remarquer, et ça nous amène à cette histoire de nombre de personnes qui circulent sans permis, c'est que les statistiques de la gendarmerie, pas si vieilles que ça, laissaient entendre qu'il y avait 5% des gens impliqués dans un accident mortel qui n'avaient pas de permis. 5% de 40 millions, vous avez vite fait le total. Bien sûr. Moyennant quoi, les mêmes gendarmes vous confirment que, et c'est tout à fait facile à comprendre, quand vous prenez la décision, vous, père de famille, bon père, bon époux, bon citoyen, de rouler sans permis, parce que c'est pour sauver votre emploi et votre famille, bien évidemment, vous êtes hyper prudent, hyper attentif pour ne pas vous faire attraper pour une ceinture ou pour un téléphone. Donc, ces gens-là sont d'autant moins statistifiables, et parce que justement, ils ne sont pas accidentogènes et qui passent au travers des mailles du filet, même si je peux vous dire, moi, au niveau de mon cabinet, que j'ai vu le nombre de poursuites pour conduite sans permis explosé depuis quelques années, depuis l'arrivée des radars automatiques et du permis à points. Moi, je voudrais juste ajouter un point pour décomplexer les automobilistes qui nous regardent, parce que c'est de la schizophrénie. Tout le monde est concerné par les retraits de points. Bon, ça c'est clair, on y est tous passés. Mais, dans le même temps, on connaît les statistiques des assureurs sur les niveaux de bonus. Eh bien, il y a plus de 60% des automobilistes qui ont le bonus maximum. Alors, on est tous, quelque part, des très bons conducteurs et on est tous quand même des délinquants. C'est quand même révoltant. Je me souviens, je cite ce chiffre pendant qu'il me revient en mémoire. J'avais déjà eu l'occasion de le citer. Si la totalité des Français qui roulent respectaient les vitesses limites sur l'ensemble du réseau, tout confondu, réseau secondaire, autoroute et tout, on roulerait à 73 km/h. Aujourd'hui, on roule à 75 km/h. Ça veut dire qu'on n'a pas cannonball tous les jours sur le réseau secondaire ou sur les autoroutes, qu'on a des gens qui sont raisonnables malgré tout. C'est pas politiquement correct. Qui est, à mon Bernard, idée, je veux bien que vous remontiez un petit peu votre micro. Mettez-le comme le mien. Il y a un élément extrêmement important, c'est qu'on vous annonce une recrudescence des accidents. On ne vous dit pas qui. Ce sont les piétons à qui on a donné blanc-seing absolu, déresponsabilisés complètement, qui traversent n'importe comment, qui font n'importe quoi. Les cyclistes. Alors les cyclistes, parlons-en. Voilà, c'est important. Oui, mais dans Vélib, vous avez liberté, ça veut dire droit de tout faire. Je fais 13 000 km à vélo par an, je sais de quoi je parle. Mais on a donné, d'une façon un tout petit peu insidieuse, en fait, le cycliste et le piéton, ce sont aux automobilistes à le protéger. Oui. Alors que c'est l'élément le plus faible.
veut que ce soit à soi-même de se protéger. Oui. Et si on n'avait pas laissé cette espèce de folie de douche de communication de la sécurité routière s'installer, il y aurait moins de morts chez les cyclistes, il y aurait moins de morts évidemment chez les piétons. Et les statistiques ne seraient pas en train de s'envoler, parce que ce n'est pas les automobilistes qui ont été concernés par la recrudescence des accidents. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Les piétons, les vélos. Moi, je voudrais rebondir là-dessus, parce qu'on parlait tout à l'heure du permis de conduire, mais il y a aussi les moyens... C'est la clé. C'est la clé, la formation. Alors, plus que le permis de conduire, la formation, c'est un domaine qu'on a totalement lâché, démissionné, totalement oublié. Il est aujourd'hui très pratique de taper sur une corporation, en l'occurrence les auto-écoles, pour dire que tout le malheur vient d'eux et que c'est trop cher et que les formations, c'était quand même à l'origine des enseignements de la conduite. Oui. On est en train de démolir cette profession pour faire passer l'enseignement de la conduite sur Internet, du 2.0, du numérique. Je pense qu'un jour ou l'autre, leur tour de manivelle va nous revenir. On forme de moins en moins bien nos jeunes, et la discussion que l'on a là en catégorielle, c'est aussi une des clés, c'est-à-dire que piétons, poids lourds, voitures, le souci est là, c'est qu'on a tous une perception de la route, et que la cohabitation, bien évidemment, est très périlleuse, très difficile. Tout ça, ça s'apprend. Un dernier mot, Nicolas. Vous disiez l'automobile, ça tue et ça pollue, et j'aurais tendance à dire aussi malheureusement, parce que c'est aussi une réalité. C'est une réalité, évidemment, c'est une réalité. Toutes choses égales par ailleurs. Toutes choses égales par ailleurs, nous rajoute Bernard, sauf que effectivement, ça tue vraiment et ça pollue vraiment. Le grand souci, c'est pas l'automobile, ce sont les gens qui s'intéressent à l'automobile et qui nous donnent des directions à suivre. Je pense qu'aujourd'hui, et là c'est plus que grave, c'est que les directions qui nous sont données ne sont pas les bonnes. Ce sont des pis-aller, on nous montre une direction par-ci, une direction par-là. Tant dans la pollution on est dans la formation, dans le tout coercitif. Que dans le radar. On veut bien. Facile. Non, c'est facile pour les gouvernants. Mais c'est pas le tout d'interdire, il faut proposer des solutions de remplacement. Bien sûr. Alors, je voudrais revenir à l'enseignement à la conduite. Est-ce que vous pouvez me citer un système d'enseignement pour les jeunes où il n'y a pas d'infrastructure définie? La musique, il y a des conservatoires. Enfin, je ne vais pas les citer. Il y a des infrastructures définies, organisées, modernes et rationnelles. Et le passage du permis de conduire, c'est va comme je te pousse, fais comme tu peux. Oui, c'est de l'artisanat, c'est clair. Au Japon, il existe 1400 centres qui s'appellent autocampus, où les jeunes vont passer leur permis de conduire, où les moins jeunes viennent se réinitialiser, où les personnes anciennes, très bonne remarque, où les personnes anciennes viennent s'auto-évaluer en termes de vision. 1400 centres qui sont évidemment financés par les constructeurs, les assureurs et compagnie. Pourquoi ces gens qui nous dirigent ne vont pas voir ce qui se passe ailleurs? Parce qu'on a laissé cet aspect de formation. Parce que Bernard, il ne faut pas perdre de vue que la population française vieillissant, la moyenne d'âge de l'électeur qui va réélire les politicards augmente. Et lorsqu'il a été question, il y a déjà plus de 10 ans, de faire tout simplement des visites médicales à partir d'un certain âge. Moi, je peux vous dire, je connais un autre domaine qui est le pilotage d'avion. C'est autrement plus sérieux au niveau du permis, du brevet à passer. Et après ça, selon l'âge que vous avez, c'est une visite médicale tous les 2 ans ou une visite médicale tous les ans pour les vieux comme moi. Et je peux vous dire que les visites médicales, ce n'est pas une rigolade de 5 minutes, c'est quasiment 1 heure chez un médecin spécialisé. Bon. Effectivement, on prend les choses au sérieux et on sait qu'on a une pratique effectivement d'une activité potentiellement dangereuse, y compris pour les autres, parce qu'un avion qui s'écrase, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'une moto qui rate un virage, et on prend ça tout à fait au sérieux. Là, vous êtes en train de dire, ça serait bien qu'on puisse tester les capacités des conducteurs anciens, d'abord parce qu'il faut se mettre au niveau. Les ronds-points, ça n'existait pas. Quand on a passé le permis, comment on passe un rond-point? Il faut savoir le faire. On n'a pas tous la chance d'avoir des enfants qui font la conduite accompagnée et le permis, comme ça m'est arrivé dans les dernières années, et qui vous permettent de facto de vous remettre un petit peu à niveau. Mais c'est vrai que ça serait très intéressant qu'on puisse obliger, je dis bien obliger les gens à se remettre régulièrement à niveau, et chez les personnes âgées, vérifier leur évolution physique, sauf qu'en faisant ça, parce que nos gouvernants n'ont pas perdu de vue que la voiture, la bagnole, on aime, c'est un lien social, le permis de conduire, dans les campagnes, c'est indispensable. Bref, on ne veut pas froisser l'électeur, on ne veut pas le prendre dans le sens à rebours du poil, et comme la population française vieillit, aucun homme politique n'aura le courage de se mettre à dos
les seniors, ou en tout cas les gens qui ont plus de 50, 55, 60 ans, en leur disant maintenant, à partir de 60, c'est tous les 50, 70 ans, c'est tous les 2 ans, et à partir de 80 ans, c'est tous les ans la visite médicale. J'ai un père qui a eu la sagesse de dire, je ne suis plus en état de conduire, j'arrête de conduire, ma femme c'est une exception. bien, mais c'est une exception, sûr. et c'est pas toujours facile à prendre de soi-même comme décision. Si les politiques n'ont pas le courage, on n'est pas prêt de sortir de ça. Emmanuel. Oui, entre le permis, le problème de la formation qui est fondamental, et la visite médicale des seniors, on a ce qu'on appelle les stages de récupération de points. Oui. Parce que ça, c'est de la Ah, ça, formation, c'est la- normalement. c'est Ça la ne misère s'appelle du pas monde. récupération de points, mais tout le monde l'appelle comme ça parce que tout le monde y Ça va pour s'appelle ça. comment? C'est la Ça mi- s'appelle les stages de sensibilisation Voilà. à la La misère sécurité Alors, routière. c'est bien ça, Il y a le une sujet. expérience vécue, je Misérable. le sens. Non, là. non, mais oui, parce que Oui. bien sûr, j'ai assisté au moins un stage. Je Oui. resterai discret sur Assister le ou nombre. participer? Participer. D'accord. J'ai perdu des points comme tout le monde, effectivement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que la sensibilisation à la sécurité routière qui est dans ces stages a évolué d'abord depuis l'instauration du permis à points? Réponse pas sûre. Hein. Bon. Ensuite, ça fait pourtant 20 ans. Ensuite, à l'intérieur de ces stages, quels sont les messages fondamentaux? On nous explique sur 2 jours 2 choses. C'est pas énorme. La première, c'est on que est puni. on est puni, d'accord. Mais les radars ont tous été implantés pour des bonnes raisons, à des bons endroits, Dans des zones à risque, etc., dans des exclusivement. zones à risque. Et effectivement, on nous le prouve, donc je ne conteste pas, je trouve ça informatif, c'est Sur les intéressant, autoroutes, etc. ça a été prouvé. Il n'y a pas d'accident sur les Ce qui a autoroutes. Oui. été... Désolé, alors, hein. 150 Ouais, ouais, non, accidents mais- par an en ouais, moyenne. genre. je me fais un petit peu l'avocat du diable parce qu'effectivement, on nous explique qu'on met des radars là où les gens roulent tout droit et c'est là où on s'endort finalement au volant. Mais les Donc, radars n'y bon. changeront rien. Et on peut augmenter sa vitesse, donc un radar, ça permet évidemment de rouler moins vite. Bon, enfin bref. Mais le plus important, c'est qu'on nous dit, par exemple, les cyclistes sont des régulateurs de la circulation dans les centres-villes. On me l'a dit Ça, c'est une formidable. fois Ça, dans c'est un formidable. stage. Régulateurs Des ou régulateurs chicane de mobile? circulation. Ouais, ouais, non, Les mais régulateurs de alors circulation. voilà, et ça c'est ce que vous disiez Bernard, c'est-à-dire on nous oblige quelque part à prendre en compte toutes ces nouvelles cibles mouvantes. Mhm. Y compris sont- quand elles vous viennent à contresens, Mais oui, mais que en sont, toute légalité dans une rue à sens unique, exactement, ce qui est quand même assez perturbant, je trouve. que, et dangereux. que sont les cyclistes et les piétons, et qu'est-ce qu'on fait pour eux les responsabiliser? On ne fait strictement rien. Ça c'est véritablement scandaleux. Il n'y a pas d'obligation, je crois, de porter un casque pour les adultes quand on fait du vélo. Moi, je suis non. contre les obligations. Bon, oui, mais enfin, ok Celui Bernard. qui fait pas puis qui en prend plein la tronche, c'est son problème. Ah bah oui, mais moi, enfin je- ça fait des morts sur les routes et ça Ouais, augmente bon, les statistiques, donc c'est pas très Mais ça sympa. fait moins de morts qu'à l'hôpital. Je rappelle quand même un chiffre. Ouais. Maladie nosocomiale, erreur médicale, c'est 12 000 morts par an. Qu'est-ce qu'on vient nous emmerder avec 3 000 morts sur la route? Oui, bien C'est sûr. la vie C'est qui vrai. est génératrice de danger. Mais Dans donc, son ensemble. Ouais, ah bah, c'est clair, on peut pas tout- D'autant plus on peut pas aller vers le mort zéro, pour oui. revenir aux morts et à la route, moi il y a quelque chose qui me sidère complètement. On a plusieurs gouvernements qui ont décrété que la sécurité routière était une grande cause nationale. Ça fait 15 ans qu'en matière de conducteurs alcoolisés impliqués dans des accidents mortels, la statistique n'a pas bougé. On est aux alentours de sûr. 1200 morts. Évidemment. Excusez-moi du terme qui est 10 peut-être 000 pas joli. dépistages dans les années 2000, Oui, 10 000 dépistages en 2014-2015. C'est-à-dire D'accord. que le nombre de dépistages n'a pas évolué. Par contre, les changé. radars, Oui. ça, c'est bien monté. Et le nombre de morts, du coup, n'a pas bougé, en tout cas là-dessus. Excusez-moi du terme, mais il y a un gisement, il faut faire quelque chose, il faut aller chercher. Simplement, ça demande de mettre du personnel. Les 18-25 ans sont les plus touchés. Première cause de mortalité chez eux, les accidents de la route. On sait quand ça se passe, pendant le week-end, en sortie de Mais boîte. il y a un élément qui est très perturbant pour les pouvoirs publics. Comme ils se sont arrogés les résultats de sécurité routière depuis 30 ans, à tort. C'est un mensonge Les d'État. voitures ont progressé. Exactement, ce sont les constructeurs. Airbag, ABS, Non, non, ESP. les statistiques en Allemagne, l'étude en Allemagne n'existe pas en France. Parce que là, on est en train de faire des discussions de café du commerce. Mais c'est vrai, on n'est pas sur une étude sur laquelle, qui nous permettrait de débattre. En Oui. Allemagne, la première raison d'amélioration de la sécurité routière, ce sont les voitures, tout le monde le sait, sécurité clair. active et passive. C'est La clair. deuxième, c'est la médecine d'urgence, qui sauve évidemment plus de vies, comme dans la vie de tous les jours. Et la troisième, c'est l'arrivée massive des autoroutes, où il n'y a plus à croiser d'autres véhicules. C'est Il clair. n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique et faire des études pour savoir que c'est vrai. 90% des accidents Sauf qu'en routiers France- en France et sur les réseaux secondaires. Sauf qu'en France, ils se sont accaparés comme unique axe la vitesse. Et comme aujourd'hui les gens roulent de moins en moins vite, mais qu'il y a de plus en plus d'accidents qui ne sont pas des accidents d'automobilistes, ils sont dans un gros problème de crédibilité. Et donc ils essaient de déporter l'attention
avec des faux fuyants, une culpabilisation Oui, puis on a, du citoyen qui n'est pas légitime, etc. On a ce mensonge entretenu depuis plus d'une trentaine d'années, 5 km/h de plus et 5% de tués en plus, C'est n'importe qui quoi. a été démonté, qui correspond strictement à rien. Alors, pourquoi sur les autoroutes, là où le plus vite, c'est là où il y a le moins de morts? Qu'on m'explique quand même. Je suis un peu idiot, mais Alors, qu'on m'explique. on a aussi quelque chose que je voulais montrer. On a aussi une différence de traitement, alors qu'on est censé être tous égaux devant la loi. Une enquête réalisée par AutoPlus et notre confrère Éric Boulière, qui dit, et effectivement, Éric, vous allez nous en parler, normalement, on parle sous le contrôle d'un avocat, normalement, même faute, même punition, où qu'on soit en France. Là, je crois qu'en ce qui concerne les excès de vitesse, ça oscille entre 1 et 6 mois, l'alcoolémie entre 1 et 4 mois, l'usage de stupéfiants entre 3 et 6 mois. Selon les tribunaux. Alors, selon les préfectures. Alors, Selon les préfectures. nous parlons bien, on peut faire un petit crochet, je vous remercie de parler de cette enquête qui est très importante effectivement pour parler de sécurité routière. Et le souci que j'ai concrètement au quotidien lorsque je fais ce type d'enquête, c'est de pouvoir parler avec des gens responsables de sécurité routière. J'ai contacté tous les départements, les 101 préfets de France et d'outre-mer, 20 seulement ont pris la peine de me répondre pour me dire, Monsieur Boulière, voilà, chez nous, dans notre département, lorsque les gens commettent telle infraction, nous les punissons de la sorte. 20 seulement. Les autres ont enterré le dossier. 20 sur 110. Voilà. Les autres s'en fichent ou n'ont pas envie de répondre. Pourquoi? Parce que l'un d'entre eux me dit, vous savez, nous avons reçu des ordres venant d'en haut, et partant de là, je vous répondrai comme tout le monde, ou je vous répondrai même pas, monsieur, au revoir. Voilà. Donc on a un vrai souci de communication pour parler de sécurité routière. Maintenant, pour rentrer un vrai un petit souci peu... d'égalité devant la loi également. Alors, pour parler du dossier, et Maître de Caumont connaît bien ça puisque lui, il le vit au quotidien, nous parlons de suspension administrative, c'est-à-dire qu'il y a une fourchette de sanctions qui a été délivrée aux préfets, et les préfets, à leur guise, à leur gré, peuvent sévériser ces durées de suspension de 1 mois à 6 mois. On me dit qu'en fonction de l'accidentalité de tel ou tel département, il est normal que tel préfet soit plus sévère, plus vaillant contre l'infractionnisme. Ça paraît logique. Ça veut dire non, ça ne paraît pas logique. Pourquoi? Ça veut dire que je traverse ce département, je n'ai pas le droit de boire, sinon au pire j'aurai 1 mois. Par contre, dans le département d'à côté, j'aurai 6 mois parce que les seuils même de taux d'alcool, les seuils même de vitesse sont différents. Alors tout ceci est parfaitement légal, parfaitement juridique, parfaitement réaliste. Mais c'est totalement illogique. C'est-à-dire que à telle infraction, il serait quand même raisonnable que les préfets se mettent autour d'une table ronde pour dire, voilà, monsieur, vous avez dépassé la vitesse de temps, le barème est de temps. Et ensuite, un juge pourra étudier, cette fois-ci en pénal, pourra étudier la question et tenir compte de circonstances aggravantes, bien entendu. Je passe la main à l'avocat. Et si vous permettez, et sans vouloir vous faire de peine, cher Eric, cette étude ne devrait pas pouvoir exister. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est que dans un pays démocratique, depuis M. de Montesquieu, depuis qu'on a séparé les pouvoirs en France, c'est pas au préfet, aux représentants de l'État de s'arroger le droit de punir les gens, car en fait, vous disiez très bien tout de suite, et ensuite c'est un juge. Ben oui, mais ça je le vis au quotidien. Tous les jours, je dis bien tous les jours, j'ai des dizaines de personnes qui m'appellent en me disant, voilà, je suis commercial, je suis ambulancier, je suis chauffeur de taxi, j'ai été pris à 40 km/h au-dessus de la limitation, j'étais à 170 sur une autoroute totalement déserte du côté de Strasbourg, j'avais oublié que j'étais rentré en France et que c'était plus autorisé, et là, on m'a pris le permis sur le bord de la route, je suis rentré à pied chez moi, et là, j'ai le préfet qui vient de me mettre pour 6 mois de suspension de permis de conduire. Je fais quoi? Est-ce que j'ai le droit à un permis blanc pour pouvoir travailler? Non, monsieur. Monsieur Sarkozy, vous l'a supprimé il y a plus de 10 ans, et c'était juste pour les juges, ça n'a jamais existé pour les préfets. Ah bon? Alors, est-ce que je peux avoir une indulgence? Est-ce que je peux faire quand même quelque chose? Je vais perdre mon emploi. Je vais me casser la figure économiquement parlant. Qu'est-ce que je fais? J'ai entendu dire que le juge, lui, pouvait m'accorder peut-être encore un permis blanc. Bon, est-ce que je pourrais passer devant le juge? Ah bah oui, mais le juge, c'est plus tard. Les commissions ont disparu. C'est les commissions de suspension de permis de conduire ont disparu. Maintenant, le préfet est souverain dans son petit bureau. En fait, il s'en fiche complètement. Il a délégué ça à un chef de bureau comme d'habitude. Bon, un petit chef de bureau qui se fait plaisir, qui suspend les permis. Et vous savez que les préfets sont très attachés au fait de conserver ce droit-là. Vous me direz, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça leur apporte? Et je peux vous dire, je peux témoigner, j'ai été attaché parlementaire d'un député il y a
plus de 30 ans. Et à l'époque, il y avait un ministre, il y avait un député qui s'appelait Pierre Jox, qui depuis a fait une belle carrière de ministre, y compris de ministre de l'Intérieur, ce qui est très drôle, et qui n'a jamais mis à l'ordre du jour une proposition de loi qui avait été émise par les députés de son groupe, le groupe socialiste, pour supprimer les pouvoirs des préfets en la matière en disant qu'ils venaient se mêler de ce qu'ils ne regardaient pas, ils venaient se mêler de la justice. Ça crée un tollé. Et ça n'a jamais été Je cite dans cette enquête quelques sénateurs qui, dès 87, décriaient cette Exactement. Moi, c'est 81, c'est vous dire si c'est du vieux. Et parmi les signataires, il y avait un monsieur Marchand qui était député, qui a été ministre de l'Intérieur par la suite et qui était député de la région charentaise de cher à mon cœur. Et je lui ai demandé un jour, je lui ai dit, mais Philippe, mais alors pourquoi tu n'as jamais pu réussir à mettre à l'ordre du jour, quand tu es devenu ministre de l'Intérieur, cette proposition de loi pour faire en sorte que les juges s'occupent de la loi et que les préfets s'occupent d'inaugurer les comices agricoles, chacun son boulot et ses compétences. Bon, eh bien la réponse, ça a été, tu sais, les préfets tiennent énormément à garder le pouvoir, non pas de suspendre les permis, mais de ne pas les suspendre comme monnaie d'échange, de diminuer les peines comme monnaie d'échange, notamment avec des industriels locaux, en fonction d'un certain nombre de choses qu'ils ont à leur demander. Sous-entendu, vous me demandez, monsieur Lefrançois, pour votre employé, votre commercial, qui a besoin de garder, parce que pour votre entreprise, pour votre PME, c'est indispensable, ok, je vais prendre en considération ce que vous me demandez. Je vous accorde ça en échange. Mais en échange, vous ne m'oubliez pas et vous évitez peut-être le plan social. Tant que je suis en poste ici, vous attendez mon successeur. Vous voyez, ce sont des petites négociations entre amis qui ont lieu comme ça et qui font que les préfets continuent à vouloir absolument garder ce pouvoir, dont je vous rappelle qu'il est juste une violation de la séparation des pouvoirs, que c'est scandaleux de voir en France qu'un préfet représentant du pouvoir, en violant la présomption d'innocence, peut vous sanctionner au point que vous perdez votre emploi pour qu'éventuellement, 4 mois plus tard, le juge vous déclare innocent, mais c'est trop tard. C'est d'une gravité extrême, ce genre de décision. Voilà. Et beaucoup, enfin, tu en connais plus que moi, Eric, beaucoup de magistrats de la République sont extrêmement ulcérés par ces décisions. Mais ils n'y peuvent rien. Normalement, les concernent eux seuls. Absolument. Alors, ils sont mis devant le fait accompli, on leur a coupé l'herbe sous le pied. Alors justement, expliquez-nous, maître de Caumont, parce que si la justice n'entre pas, et le jeu normal de la justice n'entre pas dès le départ, quand on perd son permis, comment faire pour que justement on puisse avoir un traitement plus équitable? Alors, il y a deux options fondamentales. La première option fondamentale, c'est d'aller faire le siège de la permanence de votre député, dont je vous rappelle qu'il va être réélu avec le président de la République dans 6 mois et qu'il est peut-être plus sensible que d'habitude à vos récriminations. Je peux vous dire aussi que la politique gouvernementale en la matière et le ressenti des députés dans leur circonscription n'est pas du tout le même et qu'il y a déjà eu plusieurs frondes de députés qui ont refusé de soutenir de la répression supplémentaire de la part des gouvernements. Franck Marlin et Temple, par exemple. On est d'accord. Et deuxièmement, si ça ne suffit pas, eh ben écoutez, excusez-moi de prêcher pour ma paroisse, il faut prendre un bon avocat spécialisé parce qu'on connaît un certain nombre de trucs et de failles qui vont permettre, en jouant sur les règles, d'essayer de sauvegarder. Et moi, je passe une grande partie, je dirais que la majorité de mon activité, c'est pas de défendre des gens devant un tribunal pour faire en sorte que leurs sanctions soient au regard des aspects positifs, la moins sévère possible, parce qu'en face, il y a un procureur qui, lui, est là pour taper dessus, et chacun son métier, il n'y a absolument rien à dire là-dessus, c'est de faire en sorte qu'avant de passer au tribunal, on arrive à lui sauver la mise d'une façon ou d'une autre par rapport à ses points, etc. Et une fois qu'on arrive devant le tribunal, si j'ose dire, l'essentiel est fait, il a sauvé son emploi ou il n'a pas sauvé son emploi, et c'est tragique de se dire qu'aujourd'hui, la justice, elle se passe de façon un peu extrajudiciaire. C'est pas très grave dans un pays où il n'y a pas beaucoup de chômage, en fait, quand même. On est d'accord, et moi, vous savez, j'ai un jour entendu un préfet. Pour payer des avocats. Bernard, j'ai un jour entendu un préfet dans une commission de suspension de permis de conduire, à une époque où ça existait encore, où il y avait des représentants des usagers, des représentants de l'administration, où il y avait le prévenu qui était là, et il y avait son avocat. Le prévenu, c'était un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi il disait, monsieur le préfet, je reconnais, j'ai roulé un peu trop vite à cet endroit, je me suis laissé dépasser. Il n'y avait pas d'accident ? Pas d'accident, bien entendu. Un bonus, moi je demande toujours à mes clients, bonus 50% depuis 15 ans, 20 ans, pas de problème. C'était en bas d'une descente, il y avait un radar. Bon, ok, plus 40, plus 30. C'était l'époque où on pouvait suspendre les permis dès le premier kilomètre-heure d'ailleurs. Et vous savez, si vous me retirez mon permis ne serait-ce que 2 ou 3 mois, je suis mort. Parce que je ne peux même pas payer quelqu'un pour me remplacer. Ma femme ne peut pas prendre ma place pour me conduire comme un commercial. Il faut une licence, il faut une autorisation. Donc c'est quitte ou double. Donc si vous me suspendez le permis plus que 15 jours ou 3 semaines, je suis mort. Et la réponse, je suis au chômage, il n'y avait pas le Pôle emploi à l'époque. Et la réponse du préfet, c'est même pas ça. C'est, monsieur, il y a 3 millions de chômeurs, un de plus, un de moins.
Ouais, c'était- Voilà, Ils tout est dit. ne sont pas dans le même monde que nous. Je crois qu'ils ne sont pas le même monde que C'est- nous parce qu'ils ne c'est sont clair. pas très embêtés par les radars. C'est bizarre de voir comment réagissent les gendarmes ou les gens qui traitent les choses au niveau du fichier, enfin au niveau du centre de Rennes, quand Le ils CSA, voient ouais. qui est la personne qui a été prise en excès de vitesse. Et puis de toute façon, ils ont des chauffeurs. Et puis de toute façon, ils sont au-dessus On s- des inconvénients qui nous tombent dessus, à nous, les gens on qui travaillent on avec le se permis. souvient d'un préfet responsable du CSA qui avait quelques petits soucis avec son véhicule Qui de a fonction. dû quitter 7 Oui. à 8 000 euros de PV Oui, qu'il avait eu avec sa voiture de fonction. pour Il a ses excès de expliqué- vitesse personnelle. Et oui, mais il a expliqué que c'est pas lui qui s'en servait, mais sa famille, Oui. mais il laissait quand même De sa voiture de fonction. l'administration dont il était responsable payer ses PV. Nicolas, Eric, il nous reste quelques instants, et Quelques instants, si guère vous plus. parlez du CSA, je peux vous en parler du CSA et la façon dont les radars sont un petit peu employés. C'est une circulaire, très peu l'ont lue, elle date de 2006, mais je vous assure qu'il y a quand même de quoi se poser des questions. L'utilisation du CA, contrôle automatisé, à des fins étrangères à la sécurité routière. Donc là, le débat est posé. Hein. Oui, c'est Les clair. radars, utilisation étrangère à la sécurité On routière. va prononcer un gros mot, pompe Afrique. Je ne sais pas, je n'ai pas dit ça, mais en tout cas, il y a des questions à se poser. Il est ici question des demandes adressées au CACIR, le Centre de contestation des infractions routières, par les services d'enquête, qui recherchent des informations permettant de localiser un véhicule déterminé au cours des premiers mois de l'année, donc 2006-2005. Le Non. CACIR a consacré 18% de son temps à répondre à ce type de demande qui D'accord. risque de ne cesser d'augmenter. Oui. Donc, on a bien compris ce que je viens de dire. D'une Oui. manière générale, le CACIR ne devrait être sollicité qu'à la condition que l'information recherchée constitue une réelle plus-value pour l'enquête. Bah, il me semble, oui. Et sous réserve que les enquêteurs possèdent des éléments précis d'identification du véhicule. Bah, il me semble aussi, non? Oui, oui. Voilà. C'est- Donc, c'est-à-dire que d'un seul c'est-à-dire coup, on a cette caisse de radar, et j'apprends, moi, depuis 2006, hein, mais ça passe comme une lettre à la poste, qu'on s'en sert pour des enquêtes judiciaires. Soit, tant mieux, mais pas seulement, en tout Oui. cas, c'est pas le but. Oui, Ouais, mais ouais. Et en tout cas, c'est désormais, pas on le ne dira plus rien puisqu'on va nous dire que c'est à des fins d'antiterrorisme, ce qui peut aussi se comprendre. Bien sûr, Et puis, il y a des bien sûr, projets, on a le fameux sûr, Lapide, bien sûr. lecture automatisée des plaques On est bien d'immatriculation, Le souci Qui premier, prend c'est la de- sécurité qui routière. prend de jour comme de nuit de 0 à 300 km/h qu'il pleuve ou qu'il neige, et qui est relié en Wi-Fi au fichier national des cartes grises et qui permet d'identifier des véhicules, voire même de vous permettre de recevoir sous moins de 48 heures la contravention ad hoc. Tous les économistes à qui j'ai parlé de ce problème, de cette pompe Afrique, Oui. me disent c'est juste une vue de l'esprit, ça coûte plus cher à la société que ça rapporte. C'est- Évidemment, en termes de PIB, parce que tous ces systèmes d'entrave à la mobilité, c'est-à-dire, Oui. on C'est sait du qu'en travail France, en moins. l'économie est basée sur la C'est consommation. du travail en moins. Si on freine la consommation par une entrave à la mobilité, et c'est bien le cas depuis 15 ou 20 ans, évidemment qu'en termes de PIB, on en prend plein la tronche en termes de négatif. C'est clair. Tous les économistes sont d'accord Alors- sur ce point-là. Hein. Alors, les économistes vous l'ont sans doute dit aussi, tout ce qui touche à l'automobile, toutes les taxes qui s'y rapportent, y Mais compris évidemment. sur le carburant, c'est la 4e rentrée de l'État. Une automobile qui ne roule pas, c'est très Mais, pénalisant pour la oui, société. oui, alors justement, on peut recoller avec d'autres On est- catégories d'ennuis. Ça sera votre mot de conclusion, puisqu'on est à 1 minute de la fin. oui. On a 38 millions de véhicules qui circulent en France. Voilà. Plus de 30 millions de véhicules particuliers, 5 millions de VUL, le reste, il y a les bus, il y a les camions, etc. Bon. C'est énorme. On peut penser que les radars sont mis là pour calmer tout le monde parce qu'il y a de plus en plus de voitures qui circulent. Bon, mais on a vraiment un énorme problème qui est effectivement celui de la formation des automobilistes tout au long de la vie. Moi, j'insiste sur ce point. Ça, c'est très important parce que C'est clair. on ne peut Et pas. bien avant la voiture autonome, qui Ouais. n'est à ce jour pas encore sur les routes. C'est hein. On clair. ne peut C'est pas pas- puis c'est pas punir quelqu'un comme un chat qui vient de faire une bêtise à qui on tape tout de suite sur le nez et ne pas, contrairement au chat, car l'être humain est Ouais. quand même évolué, l'aider à s'améliorer finalement. Bien sûr, En tout bien cas, lui donner des garanties, des gages. On parlait tout à l'heure des stages de Il récupération. nous reste de points. 30 secondes, Oui. Bernard, donc en Je courant. dis à tous ces gens, pour optimiser la sensibilisation, il existe dans notre société des systèmes qui s'appellent des simulateurs. Absolument. Peut-être qu'ils vont Qu'on découvrir n'a ce absolument monde. pas développé. Il Ils vont va y en découvrir ce avoir dans monde. chaque auto-école. Avec un simulateur, en 1 heure, on sensibilise plus qu'en 2 heures de perte de travail, évidemment. En fait, aujourd'hui, le système est fait pour que vous avez votre papier rose, c'est votre autorisation à aller vous former tout seul comme un grand sur les routes. Et ça se passe de plus ou moins bonne façon, parce que sans expérience, de nuit fatigué en rentrant de boîte avec des copains, vous avez une auto qui malgré tout n'est pas en très très bon état mais qui est encore performante, et ça peut se transformer en catastrophe.
Hein, c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit. Ça sera, je suis désolé, c'est moi qui l'ai pris, c'est le mot de la fin. 1000 merci à tous les 4 pour ce débat passionné, hein, qui j'espère a passionné ceux qui nous ont regardés. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de mondial. Merci. Et avec nous, pour les minutes de la filière automobile et mobilité, les jeunes et la filière, l'exemple de PSA, épisode 2, ont accepté d'être avec nous Valentin Dupont. Alors Valentin Dupont, il est ici, voilà, je vais y arriver. Alors vous avez un Master 2 de Grande École de Commerce à Neoma Business School Rouen. Ah tiens, c'est bizarre, en le disant, je pensais que c'était aux États-Unis, en Angleterre. Rouen-Reims, stage de 5 mois au service RH Emploi Jeune, recrutement puis apprentissage 12 mois au service RH Talent Management. Et donc aujourd'hui, vous êtes apprenti en RH Talent Management. Mais j'y reviendrai, je fais la présentation de chacun d'entre vous. À côté de vous, si je ne me trompe pas, Clément Grappepanche. Grappepanche, oui, bonjour. D'accord, je n'ai pas écorché votre nom. Master universitaire en génie électrique et informatique industrielle, septembre 2014 à septembre 2016. Vous voyez, c'est très précis. Apprenti architecte logiciel embarqué pour le calculateur BSI depuis le 08-09-2016. Et après, soyez rassurés, je vous donne votre numéro de sécurité sociale aussi. Embauché en CDI en tant qu'architecte logiciel embarqué et ingénieur au sein de la direction recherche et développement. Pierre Michel, hein, logiquement, j'ai pas trop de... Vous êtes 3 hommes, une femme, donc Pierre Michel, vous êtes docteur en énergétique, ingénieur en automatique. Vous avez fait des stages d'ingénieur de recherche à l'Université d'Orléans en partenariat avec PSA, ça tombe bien. Vous avez passé une thèse CIFRE chez PSA au sein de la DRIA, je suis désolé, hein, c'est ce que j'ai sous les yeux. Une année de post-doctorat hors PSA à Chicago, à Argonne National Laboratory, vous avez remarqué l'accent fluent, embauché en CDI en tant qu'ingénieur PSA de conception des chaînes de traction hybrides. Donc il y a un bel avenir devant vous. Et enfin, Laure Vincelot, que nous recevons pour la 2e fois puisque c'est l'épisode 2, qui est responsable emploi jeune au groupe PSA. Dans un contexte de marché mondial en croissance qui prévoit une progression de la production mondiale annuelle de 85 millions actuellement à 100 millions en 2020, 130 millions en 2030, ça c'est le scénario moyen, on rencontre donc aujourd'hui PSA en ordre de marche pour la conquête des marchés. Et donc Laure, un coup d'œil sur ces offres, quelles opportunités aujourd'hui chez PSA pour un jeune ? Oui, donc effectivement, déjà merci à nous recevoir une 2e fois pour parler du dynamisme de la filière automobile, notamment l'emploi jeune. N'hésitez pas à remonter un petit peu votre micro. Donc chez PSA, cela se traduit par l'accueil chaque année de plus de 3500 jeunes que nous accueillons dans le cadre de leur parcours scolaire, donc à travers l'alternance. Donc nous aurons cette année plus de 2000 apprentis présents au sein du groupe, donc c'est pas rien, 2000 apprentis, des stagiaires, des VIE, et des CIFRE, comme peut faire mon voisin. Donc un CIFRE, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeune qui souhaite faire de la recherche appliquée et qui va faire donc sa thèse au sein de l'entreprise. Donc nous proposons des missions globalement qui vont du CAP au Bac+5 dans des filières qu'on va qualifier de plus traditionnelles, donc industrielles, en recherche et développement, en logistique, mais également dans les fonctions support. Ça, on l'oublie toujours un petit peu. Il y a beaucoup d'opportunités dans la direction des achats, la finance, l'informatique. Et puis on va retrouver également tout ce qui est lié au commerce, donc des missions de mécaniciens, carrossiers et tout ce qui est lié à la force de vente. Donc vraiment un panel de missions très variées et très valorisantes pour les jeunes. On l'a compris. Le chrono tourne, 5 minutes, c'est très court, on vous l'avait dit avant de venir en plateau. En 3 mots, ce que chacun d'entre vous pense de son mini-parcours d'insertion professionnelle. Alors moi, comme vous l'avez dit, j'effectue mon alternance de Master 2 d'école de commerce, donc suite à un premier stage réussi pas à garder le micro, dans le service recrutement des ressources humaines. J'ai choisi l'alternance car je voulais renforcer mon employabilité et avec une véritable expérience en entreprise et ainsi sortir de l'école opérationnelle. Et donc voilà, mes missions elles sont progressivement responsabilisantes. Ensuite, tout en étant guidé par ma tutrice, 3 mois, on est à 4. tout en étant guidé par ma tutrice, j'ai la possibilité de prendre des initiatives et
et de développer mon savoir-faire. D'accord, merci beaucoup. Clément. Bonjour, je vais essayer de le faire en 3 mots. Oui. Du coup, moi je suis architecte logiciel donc pour un calculateur qui est embarqué dans les véhicules du groupe. C'est un calculateur moteur? C'est un calculateur en fait habitacle. D'accord. Donc il participe en Toutes fait les à des fonctions de confort, etc. Exactement, et puis il fait un petit peu d'ADAS aussi, d'aide à la conduite. Il participe à des degrés plus ou moins importants un peu à toutes les fonctionnalités du véhicule. Et donc j'ai commencé mon alternance il y a 2 ans, donc en Master 1, pour sortir un petit peu des rangs de l'école. Et puis voilà, puis c'est une excellente expérience. Ok, Pierre, à vous. Et donc moi de mon côté, en fait, je travaille sur la conception des véhicules hybrides, en fait, des chaînes de traction hybrides électriques. Et donc cette expertise, en fait, j'ai pu la développer dans le cadre d'une thèse CIFRE où j'ai pu travailler sur un sujet assez complexe en partenariat avec une université et Peugeot pendant 3 ans. Ça m'a permis de. D'accord. D'approfondir le sujet. Excusez-moi. Peugeot, Citroën, DS ou la nouvelle marque Free to Move pour la stratégie mobilité. On voit qu'il y a énormément d'opportunités pour de jeunes talents au profil varié, hybridation, électrification, autonomie, connectivité. Le futur est vraiment en route chez PSA. Et merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et comme je sais que c'est très frustrant, c'est toujours très court. Ceux qui voudraient en savoir plus, je vous recommande vraiment d'avoir le réflexe d'aller sur planèteautomobile.com, un excellent site, celui de la PFA, qui vous en dira beaucoup plus si ça vous a donné envie. Merci à tous et à demain.